clair, je crois. Bonjour à tous, je me présente, je suis Rémi Jouty, je suis le directeur PPA. Nous sommes ici pour vous présenter le rapport final sur l'enquête de sécurité sur l'accident qui est survenu le 24 juillet 2014 au Mali, un MD-80 exploité par une compagnie sous-terre. Les personnes qui pourront intervenir outre moi-même, Monsieur Nfali Cissé, qui est le président de la commission d'enquête sur les accidents et incidents de l'aviation civile du Mali, qui est pas l'occurrence de l'événement, sont également présents dans la salle et devant et pourront répondre à vos questions, éclairer sur les points techniques si nécessaire. Monsieur Bernard Boudaille, qui est enquêteur au BEA et qui a assuré la coordination générale de cette enquête. Monsieur Emmanuel Delbar, qui est également enquêteur au BEA, qui s'est plus particulièrement occupé des aspects liés aux opérations aériennes, l'organisation des vols, la formation des équipages, etc., qui pourra, si nécessaire, nous éclairer là-dessus. Et David Roma, du laboratoire du BEA, qui a plus particulièrement travaillé sur les enregistrements, notamment FDR et CDR. Donc je passe d'abord la parole à M. Cissé, le président de la commission d'enquête, pour présenter ce rapport. Bonjour, je suis Nfali Cissé, président de la commission d'enquête sur l'accident de l'aviation civile au Mali. À ce titre, je dis nous, c'est facile parce que je vais présenter le rapport en même temps que le BEA. Donc, nous vous présentons aujourd'hui le rapport final de l'enquête sur la catastrophe aérienne survenue il y a maintenant 2 ans, le 24 juillet 2014, au MD-83 immatriculé du CLTV. Il avait décollé de l'aéroport de Ouagadougou au Burkina Faso vers 1h15, temps universel, à destination d'Alger. Il s'agissait du vol AH5017, affrété par la compagnie Algérie au travers de la compagnie Sifter SA. L'accident a entraîné la mort de 110 passagers avec 6 membres d'équipage. À bord, il y avait 17 nationalités représentées. Donc, conformément aux dispositions internationales, une enquête a été ouverte par le Mali. Il y a le pays, il y a eu l'occurrence, dans le pays d'occurrence. Et donc, à cette enquête, on a associé les représentants accrédités des États-Unis, l'avion étant de conception et motorisation américaine, de l'Espagne, l'avion était exploité par une société espagnole, de l'Algérie, du Burkina, du Liban et de la France. La France que j'ai personnellement sollicité pour m'assister dans la coordination et pour m'aider à mener cette enquête. À travers le BEA, le directeur Rémi ici présent va m'aider encore à vous présenter le rapport d'État, le rapport final, pardon. Dans ces travaux, on a permis dans un premier temps d'établir des faits et sur cette base de préciser les circonstances de cette tragédie qui ont été consignées dans un premier rapport publié à Bamako le 20 septembre 2014. C'était le rapport d'État que nous avons présenté. Aujourd'hui, l'enquête s'achève par la publication du rapport final et l'émission de 13 recommandations de sécurité. Après l'analyse approfondie et l'enchaînement des séquences. Donc, ces recommandations sont adressées à l'autorité de l'aviation civile américaine, la Federal Aviation Administration, FAA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne, AESA, et l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, ainsi qu'aux autorités nationales du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Donc, la publication du rapport final marque la fin d'une enquête exceptionnelle à plus d'un titre pour le Mali.
qui, malgré l'éloignement géographique, les différences culturelles, les difficultés inhérentes aux travaux d'enquête, les tensions qui caractérisent les situations de drame, est resté déterminé dans son action afin que tout soit mis en œuvre pour que ce type d'accident ne se reproduise pas. C'est le lieu de vous dire que l'objectif que nous recherchons dans une enquête de sécurité est d'établir les faits, les conditions et les circonstances de l'accident afin d'en tirer un enseignement ou des enseignements pour éviter qu'un autre accident similaire ne se produise. Dans ces travaux, nous avons demandé beaucoup de rigueur, d'objectivité, de détermination et une grande ouverture d'esprit de la part de tous ceux qui ont contribué à l'enquête. Je voudrais ici saluer particulièrement M. Rémi Jouty et son équipe du bureau d'enquête et d'analyse pour l'accompagnement qu'ils m'ont fait et aussi ils m'ont aidé à coordonner tous les travaux de cette enquête. Cette enquête a démontré une fois de plus que la coopération internationale est un atout majeur dans l'amélioration et la promotion de la sécurité de l'aviation civile. Je vous remercie. Merci, M. Cissé. Donc, la suite de la présentation, je vais d'abord dire quelques mots sur les données sur lesquelles on a travaillé, et ensuite on balayera le déroulement du vol et j'essaierai d'apporter des explications techniques sur ce qui s'est passé pendant le vol, avant de présenter les conclusions, les enseignements et les recommandations de sécurité. Alors, l'enquête s'est appuyée d'abord sur les données de l'enregistreur de paramètres, le FGR, ensuite sur les données enregistrées de communication avec les centres de contrôle, notamment de l'ACEPA, l'organisme qui assure le contrôle dans un certain nombre de pays africains, et des informations fournies par d'autres organismes, notamment les constructeurs de l'avion et du moteur, des informations qui viennent de la compagnie aérienne Swiftair, et d'autres sources comme Météo France par exemple. On a également eu à travailler en faisant une séance d'observation de l'entraînement sur simulateur de MD-80 et également une base d'informations avec aussi des interviews de personnes, notamment des personnes de la compagnie, de personnes en escale à Ouagadougou, de contrôleurs aériens. D'habitude, dans une enquête de ce type-là, une source d'informations précieuses est également l'enregistrement du CVR, le Cockpit Voice Recorder, qui enregistre les conversations, les voix et les bruits en cockpit. Malheureusement, lors de cette enquête, l'enregistreur a été récupéré, la bande magnétique de l'enregistreur a été lue, mais les enregistrements qu'elle contenait se sont révélés inexploitables parce que l'enregistreur avait un défaut dans le système de la fonction d'effacement de la bande magnétique qui fait que cette bande tournant en boucle, il y avait une superposition de nombreux signaux sonores qui rendaient le message complètement inintelligible. Et donc ça, c'est un point qui a, on le verra par la suite, limité pour un certain nombre de choses les possibilités d'analyse et de compréhension de ce qui s'est passé. Alors, quelques mots sur le contexte du vol. Donc, c'était un vol Air Algérie, numéro de vol AH57. Commercialement, c'était un vol Air Algérie, donc c'était Air Algérie qui assurait la programmation commerciale. Mais Air Algérie avait, par contrat, affecté une autre compagnie aérienne, une compagnie européenne, espagnole, Swiftair. Et donc, celle-ci assurait la réalisation effective du vol. Et tout ce qui va avec, l'entretien de l'aéronef, la formation, l'entraînement des équipages, la planification. Et c'était bien cette compagnie qui doit s'assurer de la conformité aux règles de sécurité aérienne. En l'occurrence, comme c'est une compagnie espagnole, c'est les règles européennes qui s'appliquent. Ceci était attesté par la délivrance d'un certificat de transport aérien. C'est une compagnie qui exploitait au 1er septembre 2014 environ une quarantaine d'avions. Pas uniquement des MD-80.
Quelques mots sur les pilotes. Commandant de bord et copilote étaient tous deux relativement expérimentés. Également expérimentés sur le type d'avion, avec des 83, puisque le commandant de bord avait 10 000 heures de vol sur ce type d'avion et la copilote 6 000 heures de vol. Ils avaient également une expérience au sein de cette compagnie et lors d'expériences, lors de contrats de travail précédents dans d'autres circonstances en Afrique, en général, et notamment sur les liaisons vers Ouagadougou et Alger. Cet équipage était positionné à Alger depuis le 20 juin 2014, c'est-à-dire depuis le début des opérations d'affrètement pour le compte de l'Algérie. Dans le cadre de l'enquête, les documents relatifs à la formation et au contrôle des pilotes ont été examinés, les documents de formation d'entraînement chez Swiftair, chez l'opérateur. Globalement, rien de particulier à signaler sur ces documents. Les attestations de contrôle montrent qu'ils étaient évalués par leurs instructeurs au-dessus de la moyenne. Comme événement, j'avais une situation de décrochage, on s'est intéressé à l'entraînement au décrochage de cet équipage. Alors là, on n'a pas d'informations très précises. En fait, au sein de cette compagnie, les entraînements programmés, tels qu'ils étaient programmés, faisaient qu'il a été prévu qu'ils fassent un entraînement, plutôt un réentraînement, puisqu'ils ont été formés lors de leur qualification initiale au décrochage en novembre 2014, postérieurement à l'incident. Et en ce qui concerne les entraînements précédents qu'ils ont pu faire, chez les précédents employeurs, on n'a pas pu trouver d'enregistrement, parce que la compagnie dans laquelle ils avaient volé auparavant n'est plus en activité aujourd'hui, il n'a pas été possible d'accéder à la documentation. Maintenant, je vais revenir sur le déroulement du vol. Donc sur cette image, vous voyez, c'est une image de satellite en signal infrarouge de la situation météo avec la trace du vol qui est superposée. Donc la situation météo, ça représente la température du sommet des nuages. Donc le noir c'est le plus froid, et ensuite vers le rouge et vers le jaune c'est moins froid. Donc plus froid ça veut dire plus haut. Et donc le noir ça correspond à une altitude maximale de 51 millipieds, alors que l'altitude de croisière de l'avion était de 31 millipieds. Donc l'avion volait en dessous du sommet des nuages. Sur cette trajectoire, on voit que l'avion a globalement contourné ce système orageux. Il volait à 31 000 pieds, le sommet est à une altitude nettement supérieure. Donc, sur la base de ces informations, c'est les seules que l'on a, on n'est pas en mesure de dire précisément quelle était la situation météo rencontrée le long de cette trajectoire. On n'a pas de mesure directe de cette situation météo. Ce que l'on peut dire, cependant, c'est d'une part que cette situation météo est tout à fait conforme au dossier de vol et à une image satellite que l'équipage avait dans son dossier de vol au départ de Ouagadougou, donc dans le cadre de leur préparation pour le vol vers Alger. D'autre part, ils avaient fait 1 heure avant le vol en sens inverse Alger vers Ouagadougou, en suivant une route similaire, et donc ce système orageux que l'on voit là se déplace légèrement vers l'ouest, mais c'était uniquement 1 heure avant, donc ils avaient rencontré le même type de temps à la Lune. Donc je vais continuer sur la présentation du vol. Donc après le décollage, une route directe conformément aux instructions du contrôle, l'avion étant monté au pilote automatique et sous automanette, donc quelque chose de particulier à signaler. Donc à 1h28, l'équipage fait un virage à gauche, il l'annonce à l'ATC pour évitement. Et quand on voit la superposition qu'on a fait a posteriori dans le cadre de l'enquête avec cette image satellite, on comprend la logique. Il travaille avec son radar météo probablement il fait du noir, hein, il travaille avec son radar météo probablement pour éviter de contourner au mieux cette zone orageuse. Un autre élément qui permet de mentionner que apparemment son choix de trajectoire paraît cohérent par rapport à cette information, c'est que lors du vol, l'enregistrement du facteur de charge
montre qu'il n'a pas rencontré de turbulences significatives, donc ça semble confirmer effectivement qu'il a géré sa trajectoire pour éviter les parties convectives importantes qui peuvent être associées à un système orageux. Ensuite, à 1h31, là, on note température totale 6 degrés, alors l'avion monte, la température décroît, donc pourquoi on note 6 degrés? Parce que selon la procédure publiée par le constructeur pour cet avion, en dessous de 6 degrés et en présence d'humidité visible, ou en présence de signes de givrage extérieur, il faut activer les systèmes anti-givrage de l'avion. Là, l'analyse des paramètres et des performances du moteur permet de déterminer que les systèmes anti-givrage n'ont pas été activés, pendant tout le vol. Il est difficile, en l'absence de CVR, de savoir pourquoi. À ce point-là, on ne sait pas exactement quelles étaient les conditions météo qu'ils ont rencontrées, donc quelle était la logique de l'équipage qui a conduit à cette situation de non-activation. Il ne faut pas avoir de certitude et de conclusion précise sur ce point. Toujours sur la situation météo rencontrée, en contournant par l'ouest cette cellule orageuse, ça les conduit probablement à passer en dessous du développement en altitude du nuage, qui a une forme, c'est une nimbus, donc plutôt de forme en enclume. C'est des zones où il est possible ou probable de rencontrer des situations de cristaux de glace qui se forment fréquemment dans des cumulonimbus et qui peuvent être dispersés dans le cumulonimbus ou légèrement autour des cumulonimbus en fonction des vents. L'avion continue sa montée jusqu'à son altitude de croisière 31 000 pieds, Mach 0,74, il accélère vers sa vitesse de croisière. Au niveau communication, le transfert vers le centre de contrôle de Niamey. Et l'avion entame sa croisière. À partir de cet instant, l'équipage, comme c'est prévu, essaie de rentrer en contact avec le centre de contrôle de Niamey. Les difficultés de communication, il a du mal à rentrer en contact. Les liaisons VHF ne passent pas bien. Probablement parce que la route choisie l'éloigne de Niamey et donc il arrive probablement une limite de portée radio VHF. À 1h39-35, l'analyse des paramètres nous permet d'arriver à la conclusion que se produit une obstruction du capteur de pression PT2, dit PT2 du moteur droit, puis une petite minute plus tard du moteur gauche, alors que l'avion est toujours en croisière. Alors là, on va s'éloigner un petit peu du déroulement du vol pour revenir sur les explications techniques sur ce que c'est que ce fameux capteur et quelles vont être les conséquences et comment est-ce qu'on a déterminé cela. Pour cela, quelques mots sur le fonctionnement d'un turboréacteur, qui est représenté schématiquement ici. Donc un turboréacteur, comment ça fonctionne? Ça prend de l'air extérieur qui arrive dans l'entrée d'air sur la face avant du moteur. Ça passe dans des parties en rotation, un compresseur, une chambre de combustion, une turbine, et ça ressort avec une énergie supérieure et une vitesse supérieure à l'arrière, et c'est ça qui crée la poussée du moteur. Alors, on va s'intéresser tout particulièrement à un capteur de pression qui est situé sur les moteurs qui équipent cet avion sur le cône de nez que vous voyez là. Donc ce capteur de pression, c'est bêtement un petit tube qui est tourné vers le sens de l'écoulement incident et qui est ce qu'on appelle ce fameux capteur PT2. Pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que c'est un capteur qui intervient dans la mesure de la poussée du moteur. Il y a également des capteurs de pression qui sont en sortie du moteur, qui vont mesurer pareil la pression de l'air éjecté par le moteur. Et quand on fait le rapport entre la pression totale de l'air éjecté et la pression totale de l'air à l'entrée, on mesure en fait par ce biais l'énergie que le moteur a apportée à l'air qui le traverse, et donc ça donne une mesure de la poussée délivrée par le moteur,
c'est ce qu'on appelle l'EPR, dans le langage des pilotes, l'engine pressure ratio, le rapport entre la pression totale et la pression de sortie et la pression totale d'entrée. Donc on parlera dans la suite de la présentation d'EPR. Alors, quand la poussée du moteur augmente, parce qu'on augmente le débit de carburant, la vitesse d'éjection va augmenter, la pression totale mesurée à la sortie va augmenter, donc ce ratio sera plus important, et donc plus la valeur d'EPR est importante, plus la poussée est importante. À l'inverse, si la pression mesurée ici diminue, la valeur de ce ratio va augmenter, on va mesurer un EPR plus important. Et cette pression peut diminuer, notamment si ce capteur est obturé, et il peut être obturé par du givre. Autre élément à mentionner, on peut aussi mesurer ou avoir une indication de la poussée du moteur et de la volume du moteur d'une autre manière, en mesurant le régime de rotation des ensembles compresseurs et turbines. Alors, ça c'est une photo de la face avant d'un moteur de 80 qui montre l'allure de ce petit tube là qui contient le fameux capteur PT. Voilà. Alors, cette mesure du capteur, cette mesure d'EPR, elle est utilisée à la fois dans le cockpit de l'avion, sur les instruments moteurs, et c'est l'instrument qu'utilise l'équipage pour surveiller et mesurer la poussée du moteur. Il dispose également d'autres instruments comme celui du régime de rotation, mais c'est l'instrument primaire. Et c'est aussi l'instrument primaire qui va servir aux automatismes de l'avion et au mécanisme de l'automanette, qui est le mécanisme qui va permettre aux automatismes de gérer automatiquement la vitesse de l'avion en ajustant automatiquement la poussée pour maintenir une consigne de vitesse. Il va s'appuyer également sur cette information d'EPR. Alors sur cette planche, on présente d'une part la courbe rouge foncé, que vous voyez là, la valeur de l'EPR enregistrée sur le moteur gauche. La courbe bleu foncé représente la valeur de l'EPR enregistrée sur le moteur droit. Et ensuite, on a, à partir d'autres paramètres enregistrés des moteurs, et notamment de la vitesse de rotation des moteurs, calculé l'EPR théorique qui représente la poussée effectivement délivrée par le moteur gauche et le moteur droit. C'est les courbes en rouge clair et en bleu ciel ici. Alors, qu'est-ce que l'on voit? C'est que sur la première partie du vol, là c'est la fin de la montée, l'accélération vers la croisière, les courbes d'EPR mesurées et affiché en cockpit et utilisé par les automatismes, et celui calculé à partir de la rotation coïncide. Et à un certain point, donc, que vous voyez ici, on voit qu'il y a un écart qui se produit entre ces deux courbes, c'est-à-dire l'EPR enregistré, qui est l'EPR affiché, diffère de l'EPR calculé, qui lui continue à représenter la poussée réellement délivrée par le moteur. Et de même, on voit le même phénomène qui apparaît à peu près une minute plus tard sur le moteur gauche. Et donc, pendant la suite du vol, on a donc ces deux valeurs d'EPR qui sont des valeurs erronées, qui ont été donc perturbées par le givrage des capteurs de pression, PT2, qui a conduit à une mesure erronée, et l'automanette qui régule la vitesse va s'appuyer sur ces valeurs erronées, en fait sur la valeur la plus élevée, et compte tenu de cette valeur correspond à la valeur maximale d'EPR que l'automanette, dans ces conditions de vol, est autorisée de délivrer, correspond en fait à une poussée qui est ici, et qui, elle, est une poussée réelle inférieure, et cette poussée réelle est inférieure à la valeur nécessaire pour maintenir la vitesse. Compte tenu de cela, la vitesse va décroître progressivement pendant une durée d'environ 4 minutes. Donc, on revient au déroulement du vol. Donc la vitesse décroît. Pendant ce temps, l'équipage continue à essayer de contacter Niamey. Donc à 1h44, il y a le dernier message radio de l'équipage qui a été effectivement reçu par Niamey. À 1h44-50, donc là, on est à peu près 4 minutes après le début de ce problème de livrage de l'EPR. L'avion est toujours à 31 000 pieds, le pilote automatique maintient l'altitude et on observe sur les paramètres enregistrés des variations du régime des moteurs dont on peut dire, vu leur ampleur, qu'elles sont commandées par l'équipage.
Donc c'est le premier signe qui nous permet de dire que là, l'équipage a probablement détecté quelque chose d'anormal. Après, je vais présenter ce qui se passe pendant les dernières 30 secondes de vol en palier et puis en fait la dernière minute du vol. La poussée délivrée par le moteur est toujours insuffisante pour obtenir la vitesse, donc l'avion continue à décélérer. Le pilote automatique maintient l'altitude. Alors pour maintenir l'altitude, comme la vitesse diminue, il est obligé de cabrer de plus en plus l'avion. Comme il cabre de plus en plus l'avion, il fait ça en agissant sur ce qu'on appelle le trim, le système de compensateur. Et ce système-là, quand il se déroule, fait entendre, pour alerter l'équipage que ce système rentre en fonction, un signal sonore. Donc, on a déterminé par calcul à partir des paramètres que 5 à 6 fois le signal sonore de déroulement de ce plan horizontal réglable a dû retentir, et que, compte tenu de l'ampleur du déroulement qui est observé sur les paramètres, au moins 2 fois, ça a dû être accompagné d'un signal sonore stabilisateur Mochu. Donc ça se produit dans les 30 secondes qui suivent. C'est un mouvement progressif au fur et à mesure que l'avion décélère et que le pilote automatique cherche à maintenir l'altitude en cabrant de plus en plus l'avion. Sur la même période, au début de cette période, entre 1h45 et 02 et 06, donc pendant quelques secondes, c'est ce qu'on a vu sur la planche précédente, sur une des planches précédentes, on voit des variations importantes de l'origine du moteur qui nous permettent de considérer qu'elles sont commandées par l'équipage. Au moment de ces variations, une déconnexion de l'automanette, donc il commande les automatiques de la poussée. Par contre, le pilote automatique, lui, reste engagé. Au niveau du pilote automatique, il apparaît un message d'alerte sur l'indicateur du pilote automatique de speed low. La vitesse diminue et commence à apparaître ce que l'on appelle le buffet, c'est-à-dire des vibrations aérodynamiques qui sont un signe avant-coureur du décrochage. Là encore, en l'absence de CDR, on n'est pas en mesure de dire si l'équipage a perçu ces vibrations, s'il les a confondues avec de la turbulence, on ne peut pas en dire beaucoup plus. À ce point-là, la vitesse est d'environ 203 nœuds, l'incidence de 9 degrés, donc elle se rapproche de l'incidence de décrochage qui, dans ces conditions-là, sur cet avion, est de l'ordre de 11 à 12 degrés. Quelques secondes plus tard, un autre signe avant-coureur, signe avertisseur du décrochage, s'est déclenché d'après les valeurs du paramètre. C'est le vibreur de manche, donc à 200 nœuds et 10 degrés. Encore quelques secondes plus tard, 197 nœuds, 12 degrés, l'alarme de décrochage retentit. Cependant, le pilote automatique de l'avion, lui, continue à fonctionner pour maintenir l'altitude et continue à cadrer l'avion. Une dizaine de secondes plus tard, les anomalies sont observées au niveau des moteurs. Ils diminuent jusqu'à un niveau de ralenti. L'interprétation qui en est faite, c'est que là, l'incidence de l'avion est telle que sur cet avion-là, les moteurs sont situés sur le fuselage, à l'arrière de l'appareil, derrière la voilure. L'incidence de l'avion est telle que l'écoulement aérodynamique derrière la voilure est perturbé. Il perturbe l'alimentation des moteurs qui ne peuvent plus fonctionner correctement et ça conduit à ce phénomène de pompage. À 1h44-35, donc cette phase-là a duré 30 secondes, cette phase finale de décélération, et donc c'est à peu près 20 secondes après l'alarme de décrochage. La vitesse a diminué encore, 167 nœuds, 25 degrés d'incidence, donc 12-13 degrés au-delà de l'incidence de décrochage, parce que le pilote automatique a continué à cadrer, la déconnexion du pilote automatique, et là l'avion part en piqué et part à gauche, donc est décrit ce mouvement en spirale que vous voyez sur cette image. Et pendant ce mouvement en spirale, les mouvements, les actions aux gouvernes que l'on observe sont majoritairement toujours à cabrer et à droite, alors que l'avion tourne. Jusqu'à l'impact qui se produit avec une forte vitesse et une assiette à piquer importante. Voilà pour le déroulement du vol. J'aborde la partie de conclusion, quelques conclusions à dire en ce qui concerne ce qui s'est passé, les causes dans un premier temps. Alors, les causes immédiates sur ce
qui s'est passé pendant le vol. Premier point, la non-activation des systèmes d'anti-givrage de l'avion, et notamment le système d'anti-givrage des moteurs, qui entraîne le système d'anti-givrage de la sonde PP2 qui est utilisée pour la mesure de poussée. Vraisemblablement, rencontre avec des cristaux de glace qui, du fait de l'absence d'activation des systèmes anti-givrage, conduit à une obstruction de ces capteurs, ce qui engendre une valeur erronée d'EPR, qui amène les automanettes à limiter la poussée à une valeur inférieure à celle requise pour maintenir la vitesse, donc décélération. Ensuite, réaction tardive de l'équipage à la diminution de vitesse et aux valeurs erronées d'EPR, ces valeurs qui sont différentes sur le moteur droit et sur le moteur gauche, c'est un élément qui pouvait peut-être avec l'équipage. Ensuite, apparition des signalements avertisseurs de décrochage, le fait du bord de manche, alarme de décrochage, et apparemment absence de réaction de l'équipage par rapport à ça. Et après le décrochage et la battée, absence d'action adaptée sur les commandes de vol, puisque les actions restent principalement à cadrer, alors que pour sortir du décrochage, il faudrait dans un premier temps diminuer l'incidence et pour cela donner dans un premier temps une action appliquée. Après, on a cherché à déterminer des éléments contributifs plus en amont de ce qui s'est passé strictement pendant le vol. Et là, notamment du fait de l'absence de CDR, on dit que ces éléments peuvent trouver leur explication parce qu'on n'a pas forcément de certitude sur tous ces éléments, et d'autre part, c'est bien une combinaison d'un ensemble de facteurs qui ont pu jouer. Donc le premier, c'est les critères d'activation des systèmes d'anti-givrage qui sont dans la documentation et dans les procédures. Ceci prévoit d'activer les systèmes d'anti-givrage en dessous de 6 degrés, en présence d'humidité visible, ou s'il y a des signes extérieurs d'accrétion sur la cellule de l'avion, et notamment sur les essuie-glaces de l'avion. Face à un phénomène de type cristaux de glace, il est possible de rencontrer des cristaux de glace hors des nuages. Ceux-ci peuvent être dispersés hors des nuages avec des concentrations plus faibles, mais c'est possible. Là encore, lors du jour, on ne sait pas exactement quelles étaient les conditions rencontrées. Mais donc ce critère d'humidité visible, suivant comment il est interprété par l'équipage, est-ce que c'est être réellement dans les nuages ou au voisinage des nuages, ça peut ne pas être suffisant pour être un bon critère de déclenchement. Par ailleurs, ces cristaux de glace, comme c'est de la glace, sont pas ou peu détectables au radar météo de bord. Donc c'est une autre difficulté. Voilà, donc c'est pour ça que ces critères ne sont pas forcément bien adaptés à cette situation particulière. Par ailleurs, cette situation sur ce mécanisme, cet avion de possibilité, en l'absence d'antigivrage, d'obturation du capteur, qui conduit à une poussée erronée, qui conduit à une diminution de vitesse, qui elle-même, etc., les équipages ne sont pas forcément très bien formés et informés dans cette situation-là, de façon générale. Certains équipages en avaient connaissance, d'autres semblent plus moins. Lors de l'enquête, on a également constaté que lors de ce vol, le vibreur de manche et l'alarme de décrochage, qui sont les signes avertisseurs du décrochage principaux, se sont déclenchés au moment où l'avion a atteignait l'incident de décrochage ou juste avant. Normalement, les logiques de conception veulent que ça se déclenche un certain moment avant. Sur cet avion, en fait, à haute altitude, ça se produit au bon moment du décrochage ou juste avant, pour des raisons techniques. Donc ça peut être un facteur. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, le pilote automatique, lorsqu'il est en mode de maintien d'altitude, continue à cadrer l'avion après que l'avion soit passé en dessous de la vitesse de décrochage, ce qui a d'une part l'effet possiblement de masquer l'effet du décrochage, puisque du coup l'avion ne fait pas d'abatté tout de suite, donc l'équipage peut-être manque une occasion de plus de pouvoir détecter ça. Et d'autre part, comme le pilote automatique continue à cadrer l'avion, ça aggrave la situation de décrochage, puisqu'on va chercher des incidences plus élevées. Alors voilà les éléments d'explication qu'on a pu réunir. On aurait aimé aller plus loin et mieux comprendre le comportement de l'équipage, l'absence de réaction à un certain nombre de choses, mieux comprendre globalement ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu, les communications
communication qu'ils ont pu avoir entre eux. Malheureusement, l'absence de CDA n'a pas permis d'aller très loin là-dessus. Et du coup, du fait de ce manque, on n'a pas pu non plus creuser d'éventuels liens avec leur formation. L'enquête a également été conduite à rechercher des éléments intérieurs, et je vais vous parler de deux éléments qui ont donné lieu à la publication de rapports d'enquête qui contiennent des recommandations dont certaines nous ont paru pertinentes par rapport à l'accident du Mali dont on parle aujourd'hui. Donc le premier, c'est l'accident survenu en août 2005, un MD-80 exploité par West Caribbean. Donc le scénario de cet accident, c'est un type d'avion, en 82-83, c'était similaire, un décrochage qui survient en croisière, donc là également une similarité. Cependant, les conditions qui amènent cet avion en situation de décrochage sont différentes de celles de l'accident du Mali. Donc le scénario n'est pas le même. Cependant, le rapport de cet accident contient un certain nombre de recommandations qui ont du sens, une pertinence par rapport aux conclusions qu'on peut tirer de l'accident du Mali. L'autre événement dont je voudrais parler, c'est un incident grave, ce n'est pas un accident, survenu à une compagnie américaine, Spirit Airlines, en juin 2002, à un MD-82, qui a donné lieu à un rapport d'enquête du NTSB. Là, le scénario du vol est très similaire à celui de l'accident du Mali dont nous parlons aujourd'hui, donc non-activation des systèmes de dégivrage, construction du capteur PT2, EPR erroné, poussé, géré par les automatismes insuffisants, diminution de vitesse. La différence, c'est que là, au moment où l'avion atteignait les décrochages et où sont apparus les signes de décrochage, l'équipage a réagi, a mis l'avion en descente, a mis une action appliquée, a mis les antiviveurs et donc a récupéré la situation. Donc ces deux éléments ont donné lieu à des rapports d'enquête, contient un certain nombre de recommandations. Nous en avons identifié 5 qui ont une certaine pertinence par rapport à l'accident dont je parle aujourd'hui, notamment des recommandations qui concernent l'entraînement des équipages au décrochage à haute altitude, en notant que les caractéristiques de détection et de récupération du décrochage à haute altitude peuvent être différentes de ce qui peut être fait à basse altitude. L'entraînement des équipages du MD-80 à des situations de variation d'incidence à haute altitude. L'information et l'entraînement des équipages du MD-80 à l'effet des systèmes d'antigivrage sur les performances de l'avion et également à la manière dont les automatismes gèrent ce genre de situation. La conception des alarmes de l'avion et une dernière recommandation qui concernait l'étude du développement de détecteurs de givrage permettant d'alerter les pilotes du givrage du capteur de pression d'entrée d'air. Donc, dans le cadre de la publication de l'enquête sur cet accident, d'une part, 3 recommandations ont été émises en cours d'enquête en juillet 2015, et à l'occasion aujourd'hui de la publication du rapport final, 10 nouvelles recommandations sont émises, qui sont adressées à l'administration de l'aviation civile américaine, la FAA, son homologue européenne, l'EASA, et les autorités nationales du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'objet de ces recommandations, l'information des équipages sur le risque de givrage des capteurs PTD et leurs conséquences. Ça, c'est une recommandation, c'est le sujet des recommandations qui ont été émises en juillet 2015 au cours d'enquête. Ensuite, les nouvelles recommandations émises dans le rapport final, une qui porte sur l'étude d'un système d'antigivrage permanent des capteurs PT2 sur MD-80. L'intérêt serait d'avoir un système d'antigivrage permanent spécifique à ce capteur qui pourrait donc être activé tout le temps, indépendamment de la décision de l'équipage d'activer ou pas les autres systèmes de dégivrage. Donc, ce qui permettrait d'éviter les difficultés de critères d'activation que j'évoquais, et qui permet de s'affranchir aussi de l'impact sur les performances des autres systèmes de dégivrage. Quand on met les autres systèmes de dégivrage, il y a un abattement non négligeable de performance en termes de plafond d'air. Par ailleurs, et dans l'attente de cette éventuelle modification, une recommandation porte sur la modification justement des critères d'activation des systèmes d'antigivrage des moteurs pour mieux prendre en compte ces phénomènes météo particuliers type cristoglace qui sont moins faciles à détecter.
Ensuite, une recommandation qui porte sur l'information et l'entraînement des équipages sur les particularités du décrochage en croisière de ND80, pour la famille ND80, en pointant particulièrement les spécificités qui ont été identifiées là, qui sont l'apparition tardive, parce que c'est quasiment au moment du décrochage, des signes avertisseurs, busting, vibreur de manche, alarme décrochage, et la caractéristique du pilote automatique de continuer à fonctionner et à cadrer l'avion au-delà du décrochage. Une séance en simulateur a permis de voir que sur le simulateur sur lequel l'observation a été faite, la représentativité du simulateur était douteuse en ce qui concerne le décrochage, et notamment en ce qui concerne les valeurs des alarmes, les valeurs de vitesse à laquelle chacun est. Donc une recommandation qui porte sur ce sujet. En ce qui concerne le comportement du pilote automatique, une recommandation également d'étudier une éventuelle modification pour qu'il puisse se déconnecter tout seul. Autre sujet de recommandation, je reviens sur le CVR. Sur le CVR, il y avait également un problème avec l'enregistrement de la bande de micro d'ambiance, de la piste relative au micro d'ambiance, qui est celle qui enregistre notamment les alarmes sonores qui sonnent en cockpit. Les procédures de maintenance actuelles conduisent à ce que cette piste-là n'est pas complètement testée lors des procédures de maintenance régulières qui sont prévues et réalisées. Donc on recommande de compléter les procédures de maintenance pour traiter ce point particulier. Enfin, sur cet accident, on a constaté que le déclenchement de l'alerte, lors des procédures de déclenchement de l'alerte, des difficultés de coordination avaient été rencontrées, notamment entre Mali, Niger et Burkina Faso. Donc on recommande la mise en place de plans de coordination de ces procédures d'alerte et de déclenchement de recherche entre ces trois pays, et de réaliser des exercices pour s'assurer que ces coordinations fonctionnent bien. Voilà, je termine là cette présentation, et donc je suis prêt à recevoir votre question avec les membres de l'équipe qui sont là. Alors je vous demanderai de bien vouloir prendre un micro portable pour poser vos questions, parce que cette séance est retransmise également, et donc sinon on n'entend pas vos questions dans la retransmission. Oui, bonjour, c'est Marc de Chalvon de France 2. Concrètement, les pilotes dans l'avion, qu'est-ce qui peut les mettre au courant que le PT2 est givré concrètement? C'est la vitesse qui diminue? Alors, le premier signe qu'ils peuvent voir, c'est, en général, c'est ce qui s'est passé dans cet accident, ça n'arrive pas simultanément sur les deux moteurs, et la valeur à laquelle l'EPR erroné se stabilise est différente sur les deux moteurs. Donc vous allez avoir des indications, vous avez une indication d'EPR pour chaque moteur qui ne sont plus alignées, alors que normalement, dans un vol de croisière normal, toutes les indications de chaque moteur durant les sont identiques. Ça dure une minute concrètement? Non, ça continue après, puisque la valeur d'EPR mesurée, si vous vous rappelez le graphique, vous voyez la courbe rouge et la courbe bleue qui était décalée, et ça continue dans tout le vol. Et deuxième question, au moment où il y a l'alarme qui se déclenche, est-ce qu'ils ont vraiment le temps d'empêcher Alors je finis de répondre peut-être à la première question. L'autre élément qui permet de détecter, c'est que la valeur d'EPR et la valeur du régime de rotation de l'ensemble basse pression du N1 sont liés. Alors, pour une valeur d'EPR correspond une valeur de N1. Donc, en comparant les deux, c'est un moyen supplémentaire de détecter. Ceci dit, là, c'est pour ça qu'on fait des recommandations. Il n'y a pas forcément dans la documentation des informations très claires et très faciles à trouver pour connaître ces valeurs de correspondance et donc détecter qu'il y a une valeur inhabituelle. Et troisième point qui permet de détecter, après, la détection, c'est si la poussée est insuffisante, l'avion va décélérer, mais c'est une décélération lente. Donc c'est au bout de quelques minutes qu'on constate que la vitesse ne correspond plus à une vitesse de croisière normale. Deuxième question? Oui. La deuxième question, c'est au moment où il y a l'alarme qui se déclenche. Donc vous dites que c'est... L'alarme de décrochage. Oui, l'alarme de décrochage. Vous dites que c'est tardif, mais concrètement, est-ce que ça laisse le temps à l'équipage d'éviter l'accident? Alors au moment où l'alarme de décrochage sonne, si l'équipage donne une action sur le manche appliquée et manuellement demande la poussée maximale disponible au moteur, ça va sortir de l'approche. Même au-delà, quand le pilote automatique continue à cadrer jusqu'à un certain point,
ces actions-là permettent encore de sortir du décrochage. Après, quand l'avion est engagé dans ce piqué en spirale où il est toujours décroché, en plus de nuit, avec là des évolutions qui deviennent très dynamiques, ça devient très difficile pour un équipage, même s'il a compris qu'il s'agit d'un décrochage, de faire les manœuvres qui permettent de s'en sortir. Monsieur Capic de la Société de Presse. Là, il y a plusieurs accidents où à peu près, dans lesquels vous avez parlé de décrochage et de problématiques de récupération de décrochage, c'est-à-dire où le pilote qui tirait le manche en cabas au lieu de le relâcher. Qu'est-ce que ça vous dit sur la formation de manière générale? Alors que je suppose que le décrochage, ça prend déjà dès les premières heures de vol et ces pilotes avaient déjà 10 000 heures, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas peut-être assez, mais vraiment expérimentés. Alors qu'est-ce que ça vous parle de formation de manière générale de pilote ou décrochage? Et deuxième question plus technique, est-ce que quand les manettes étaient dites automanettes et ils ralentissaient, c'est-à-dire que les manettes, on pouvait visuellement constater qu'ils étaient au ralenti? Alors, première question, formation au décrochage. Oui, tous les pilotes, dès la formation initiale et après à plusieurs reprises dans leur formation, on leur apprend ce que c'est que le décrochage, on leur apprend quelles sont les manœuvres pour récupérer un décrochage. Quand ils font leur formation initiale sur avion léger, ils font des décrochages réels en vol sur avion. Quand ils sont après sur avion de transport, ils font des approches du décrochage et la manœuvre de récupération de l'approche du décrochage et de récupération du décrochage, c'est la même. Ils la font au simulateur, ils la répètent. Mais vous l'avez vu, le constat est que ces dernières années, il y a eu un certain nombre d'accidents sur avion de transport, de situations de décrochage, qui ne semblent pas avoir été reconnues et pour lesquelles les actions de récupération n'ont pas été suffisamment appliquées ou pas avec la détermination suffisante pour que ça soit efficace. Donc ça, c'est un sujet qui en ce moment interpelle la communauté internationale et il y a des actions qui se mettent en place au niveau mondial pour renforcer la formation et la formation continue des pilotes de ligne sur ce point-là. Votre deuxième question, c'était sur les automanettes, s'ils pouvaient se... Est-ce qu'elles bougent? Non, mais est-ce qu'on peut les voir? Voir qu'ils étaient complètement... Alors, quand il y a le givrage du capteur PT2 qui apparaît, la valeur de PR augmente et est erronée par rapport à la valeur réelle, et donc ça conduit l'automanette à commander une diminution de poussée. Mais cette commande de diminution de poussée, elle est très limitée. Donc elle va conduire à un petit mouvement de la manette, qui si on la regarde attentivement devrait être détectable, mais ce n'est pas quelque chose qui va sauter aux yeux, parce que là, à ce stade-là, ce n'est pas un mouvement au ralenti. Bonjour. On a eu l'occasion de parler avec les familles de victimes qui nous ont dit, pour résumer, le sentiment général, c'est un peu simple de pointer du doigt la responsabilité des pilotes dans ce crash. Est-ce que ce rapport pointe du doigt la responsabilité des pilotes? Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Non, absolument pas. D'abord parce que ce rapport n'a pas vocation à pointer des responsabilités, c'est écrit en tête du rapport comme dans toutes les enquêtes de sécurité. Il a vocation à essayer de comprendre ce qui se passe pour en tirer des enseignements de sécurité. Deuxièmement, le rapport fait effectivement le constat que sur un certain nombre de points, il n'y a pas eu de la part de l'équipage d'action ou de réaction conforme à ce qui est attendu au titre des procédures publiées d'exploitation, mais n'ayant pas notamment d'accès au CDR, nous n'avons pas été en mesure d'analyser les raisons pour lesquelles l'équipage n'a pas eu cette réaction. Donc ça n'est certainement pas question de dire que c'est une question de responsabilité des pilotes. C'est pas du tout en ces termes-là que se pose la question. On peut se poser la question de pourquoi ils n'ont pas réagi. On n'a pas toutes les réponses à ces questions-là. De toute façon, c'est pas une question de responsabilité. Général de l'AFP, est-ce que vous êtes intéressé à l'état des pilotes, enfin de leur état de fatigue justement? Est-ce qu'ils avaient enchaîné, les fermiers me disaient à l'époque qu'ils avaient peut-être enchaîné plusieurs vols et qu'ils étaient très fatigués? Alors, sur ce point-là, c'est une question qu'on s'est posée, bien évidemment. En termes d'observation directe, en absence de CDR, on n'a pas d'indication qui nous permet de mesurer directement
les pilotes étaient fatigués lors du vol. Les témoignages à l'escale font état d'un équipage qui paraissait en forme. On a regardé les plannings de vol de cet équipage. Les plannings de vol étaient conformes à la réglementation européenne sur les limites de temps de vol. On a interrogé les collègues de travail de cet équipage, qui était également stationné à Alger pendant cette période, sur les conditions d'hébergement à Alger. Et les réponses étaient que les conditions d'hébergement à Alger étaient correctes. Donc on n'a pas eu de signes qui permettent de dire que les conditions de travail ou de vie poussaient à une fatigue excessive. Mais je répète, on n'a pas non plus d'analyse directe de l'état de l'équipage, donc on ne peut pas avoir une conclusion totalement péremptoire là-dessus. Bonjour, Kevin Tay, AFPTV. Je voudrais savoir en fait pourquoi un système d'anti-givrage automatique n'est pas construit sur ces appareils, alors que manifestement c'est quelque chose qui arrive fréquemment, le givrage, et que d'après ce que vous dites, les seuls instruments de mesure de givrage, ce sont les données de l'EPR pour le coup. Alors, même sur c'est un avion de conception relativement ancienne, même sur des avions de conception moderne, les systèmes de dégivrage de la cellule et des moteurs sont des systèmes qui sont commandés manuellement par l'équipage. Outre les difficultés techniques à concevoir un système de détection de conditions givrantes qui permettrait de faire un automatique, il y a réellement des difficultés pour avoir des capteurs pour cela. Outre cela, ces systèmes sont quand même des systèmes qui sont assez consommateurs d'énergie à bord de l'avion, donc il est logique de ne pas les activer quand c'est nécessaire. Après, le capteur PT2 lui-même, vous avez vu la photo, il est tout petit, lui, s'il était dégivré tout seul séparément, on pourrait imaginer, comme c'est le cas pour les sondes Pitot par exemple, qui servent à la mesure de vitesse, d'avoir un système automatique qui fonctionne tout le temps. Et c'est un peu le sens de notre première recommandation d'étudier la faisabilité de ce type. D'autres questions? Il y a un système d'alarme qui permettrait de voir que c'est givré. Le système d'alarme, ça renvoie à cette question de détecteur de givre. Détecteur de givre, la technologie, c'est une technologie qui est difficile, qui n'est pas complètement mature. C'est des choses qui sont à l'étude pour les avions futurs et pour les normes de l'avion futur. Si vous vous rappelez dans la présentation, nos homologues américains, le NTSB, avaient formulé une recommandation qui allait dans ce sens-là. Les réponses reçues de la FAA allaient dans le sens d'études pour les avions futurs. Nicolas Pascal de l'Alliance d'affaires espagnole. Pour l'état des CBR qui vous avez dit que c'était en mauvais état, c'est un cas particulier de cet appareil. Vous avez vu d'autres CBR, d'autres avions de la compagnie ou c'est un cas habituel? Alors, sur ce CBR, premier élément de réponse, on a regardé la documentation de maintenance de la compagnie en ce qui concerne notamment le CBR, et la maintenance de ce CBR ne fait pas apparaître d'anomalie. Elle a été réalisée selon le programme prévu, d'après la documentation, aux dates prévues. Par ailleurs, un travail sur l'enregistrement CBR a permis, sur une piste sur laquelle il y avait moins d'effets de superposition, d'identifier un certain nombre de messages commerciaux d'annonces aux passagers. Et en identifiant ces messages, on a pu avoir une estimation du nombre de vols pendant lequel cette anomalie s'est produite. Et à partir de cette estimation du nombre de vols, on a pu estimer que cette panne est survenue probablement quelques jours avant l'accident. Donc, alors, entre des intervalles de maintenance. Donc, on peut dire que ce défaut n'est pas dû à un défaut de maintenance. Après, sur la fréquence d'apparition de cette panne sur ce type de CBR,
Nous avons consulté nos collègues américains qui ont une expérience peut-être plus large que nous sur le retour en service de cet équipement. Ils nous ont fait part d'avoir eu connaissance d'un nombre limité, de 3 fois de ce type de panne. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour avoir une mesure précise de la fréquence de cette panne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, je vous remercie de votre attention. On s'arrête là. شكيب إلى سيدي شكيب. شكرا. أوه، شكرا.